Bonjour à tous, bienvenue au Forum des lecteurs. Nous sommes ici sur le plateau de Corrèze Télévision avec Sabrina Philippe, bonjour. Bonjour. Pour votre roman Et que nos âmes reviennent, paru chez Flammarion, avec Jean-Philippe de Tonac, bonjour. Avec Le Cercle des guérisseuses, paru aux éditions Très Daniel, et Marie-Lise Trécourt, bonjour. Bonjour. Une vie plus belle que mes rêves, qui sort chez Erol. Tout à fait. Alors, inconscient, médecine parallèle, transmission, réincarnation, vécu traumatique, autant de thèmes qui s'entremêlent dans vos ouvrages, qui seront aussi les questions que nous allons discuter maintenant. Tous les trois, vous invitez les lecteurs à ouvrir les yeux sur leurs souffrances et parfois même sur des parts d'ombre qui attendent de retrouver la lumière. Ça, c'est plus pour Sabrina Philippe, vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Et si nous avions plusieurs vies? C'est la question que vous posez dans votre roman. Vous êtes aussi psychologue, vous avez été chroniqueuse, alors peut-être que le public vous reconnaît ou reconnaît votre voix qu'on a pu entendre sur différentes radios. Aujourd'hui, vous êtes sur Énergie 12, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Oui, je suis sur Énergie 12 pour le moment. J'ai fait beaucoup de télévision, beaucoup de radio aussi. Et puis je reste psychologue avant tout, psychologue clinicienne. Et à côté, vous avez votre parcours de romancière, d'écrivain, puisque c'est loin d'être votre premier livre. Est-ce que vous arrivez à gérer les deux métiers? Est-ce que vous considérez que c'est deux métiers? Ou est-ce qu'il y en a eu un qui est plus une vocation, plus un hobby? Alors, il n'y a pas de hobby dans tout ça. Je pense que ça fait partie, quelque part, de la même mission. C'est une mission de transmission. Je suis professeure aussi de psychologie. Et c'est transmettre, tout simplement. On peut transmettre à la radio, bien évidemment, vis-à-vis d'élèves, et on transmet dans les livres. Et souvent, je compare finalement la lecture... quand j'écris, j'y pense à ce lecteur... qui reçoit ces mots comme il pourrait les recevoir lors d'une consultation aussi, puisque c'est un partage d'intimité, la lecture. Et je dirais que j'écris pour soigner de la même façon, pour transmettre. Vous venez de prononcer le mot intimité. Vous n'hésitez pas justement à partager la vôtre. Est-ce qu'il y a une part importante d'autofiction dans votre livre que vous revendiquez, ou au contraire que vous aimez laisser de côté et on en reste au roman? Non, je ne le laisse pas du tout de côté. C'est pas très intéressant quelque part c'est pas très intéressant. Raconter sa vie n'est pas l'essentiel. C'est ce qu'on en comprend et comment on peut le transmettre. Et on peut pas nier que nous sommes la première matière première, en tout cas moi je le suis, pour pouvoir transmettre autre chose. Donc j'ai jamais pensé, en tout cas en tant que psychologue, quelles que soient mes interventions, à me placer comme un gourou entre guillemets, mais au contraire comme quelqu'un qui cherche, et essayer de rester dans cette sincérité du cherchant. Parlons un petit peu donc de la femme qui est la narratrice de Que nos âmes reviennent, qui est une femme au début du roman qui est psychologue comme vous, qui sort de 3 années de célibat, mais qui vit assez bien cette période, qui vit dans une jolie maison au volet bleu, comme elle a toujours rêvé, et puis qui rencontre un homme dans un dîner chez des amis qui lui paraît absolument brillant, charismatique, avec une politesse peut-être un peu désuète. Rapidement, ils se mettent ensemble, ils se mettent en couple, ils vont emménager dans une maison qui n'a pas beaucoup d'âme, qui est la première alerte peut-être, qui est assez froide. Et puis une fois installée avec lui, c'est un avocat international, il voyage beaucoup, elle ne va pas cesser d'avoir des petites alertes et elle ne va pas les écouter, ces alertes. Pourquoi est-ce qu'elle ne les écoute pas alors qu'elle est psychologue et qu'elle a toutes les armes intellectuelles pour sentir que quelque chose ne va pas? Parce que ces alertes, on a toujours du mal à les écouter. C'est notre intuition. Et comme c'est difficile de se connecter à cette intuition qui est au fond de nous, parce que notre mental s'en mêle et nous dit que non, finalement, ce que l'on ressent peut-être pourrait être mis en question. Si j'ai voulu le construire comme ça, ce livre, c'est justement pour peut-être que des personnes qui ont ces alertes, ça peut être aussi des alertes positives, hein. Parfois, on a des signes de la vie qui nous appellent. On se dit, tiens, c'est un lieu où je vivrais bien, c'est un lieu où je me sens bien. Et on ne l'écoute pas. Donc ce sont parfois aussi des alertes positives, pas seulement négatives, mais il y en a des négatives, qui nous indiquent que non, cette personne-là, tous les voyants ne sont pas au vert. Et pourtant, on y va. On y va parce qu'on ne sait pas s'écouter la plupart du temps. C'est si difficile de s'écouter.
Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que dans votre roman en particulier, c'est que cette femme aide les autres. Elle sait ce que c'est qu'une relation toxique. Et elle aide même parfois des gens à se séparer de personnes qui ne sont pas les bonnes pour elle. Et quand il s'agit d'elle-même, elle ne va pas entendre ces alertes. Elle va s'enfoncer parce qu'elle a des choses à se prouver. Vous évoquiez tout à l'heure les interventions que je peux faire. Et je suis sur Énergie 12 dans une émission qui s'appelle Crime et faits divers. Ça m'intéresse beaucoup parce que on y reçoit des femmes où là, ça a pu être dramatique. Enfin, je veux dire, il y a des cas aussi où des femmes n'en sortent pas vivantes de ces relations-là. Souvent, on a du mal à comprendre. On se dit, mais si c'était moi, jamais je me laisserais faire. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les relations toxiques, elles viennent toujours par petites touches. C'est très subtil. Et c'est bien parce que ça vient par petites touches que vous ne le voyez pas arriver. Et évidemment, le tableau final, vous vous dites, ah ben non, moi jamais je pourrais vivre ça. Mais avant ce tableau final, il y a eu ces petites marches que vous descendez sans vous en rendre compte, jusqu'à toucher finalement une situation que quelques années avant, vous n'auriez jamais acceptée. Et en parallèle de votre héroïne, de la narratrice de l'histoire, vous contez une autre histoire, celle d'une jeune femme qui est peut-être un petit peu plus jeune quand même que la première. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle vit à Cannes avec sa mère d'origine polonaise. Et puis, elle va être dénoncée par une voisine. Elle se retrouve dans les mains de la Gestapo. Elle est envoyée à Auschwitz. Et là, elle devient le jouet sexuel d'un officier SS qui, au départ, se dit je vais la prendre avec moi 1 ou 2 nuits avant qu'elle ne soit rasée, avant qu'elle ne devienne laide. Et puis, je la tuerai ou je la renverrai au camp. Et puis, il la garde. Et il y a une relation abject qui s'instaure entre les deux, c'est-à-dire qu'il a une dépendance qui se crée. Cet homme ne peut pas se séparer de cette femme. Pourquoi est-ce que vous insérez cette deuxième histoire au milieu de la première ? Pourquoi ? Parce que l'idée de ce livre, c'était d'expliquer les relations toxiques que l'on peut parfois avoir. Alors là, c'est une relation d'amour, mais ça peut être aussi parfois avec un parent. Ça peut être avec un frère ou une sœur, ça peut être avec un ami, une amie. Possiblement, je dis bien possiblement parce que je reste psychologue, donc les 2 pieds bien sur terre, mais j'ouvre une interrogation sur la réincarnation, sur d'autres vies que nous aurions pu avoir, et c'est sur des relations qui se rejoueraient différemment dans les vies que nous avons aujourd'hui, avec des nœuds à défaire et des opportunités de défaire ces nœuds aussi. Pourquoi on reste dans des relations ? Pourquoi on fait ces rencontres ? On parle souvent de belles rencontres. On parle moins de rencontres plus difficiles. Et pourtant, ces rencontres-là aussi nous font beaucoup avancer, nous transforment. Toutes les épreuves que nous vivons sont des opportunités de transformation. Et c'est ça que je voulais véhiculer dans ce roman. L'idée, c'était de pouvoir amener le lecteur à s'interroger sur ses propres relations. On vit tous des relations difficiles. On n'a pas que des belles relations dans nos vies. On vit tous des relations parfois amicales difficiles, parfois au travail difficiles. Comment ces relations-là vont venir nous transformer ? Donc oui, j'y évoque un prisme qui est celui de vie antérieure et que peut-être qu'on rejoue des choses de ces autres vies. Alors, dans l'éventualité où on rejouerait donc l'histoire d'une autre relation de dépendance, c'est vrai qu'il y a quand même une énorme différence entre cette jeune femme qui est dans le camp, qui est prisonnière, qui est totalement prisonnière, qui a été offerte, elle ne pouvait pas partir, elle n'a pas choisi cette relation qui est plus que toxique. Là, on est dans le viol permanent, elle est battue, elle est affamée, elle reste dans une cave toute la journée. Est-ce que la comparaison n'est pas trop forte, trop poussée, ou est-ce que la réincarnation ne signifie pas qu'on revit à chaque fois exactement la même situation, parce que la narratrice pourrait, elle, partir, elle n'est pas prisonnière. Je pense qu'il y a donc des prisons psychologiques qui sont pires que des barreaux. Et c'était aussi l'idée de ce livre. On est parfois emprisonné par soi-même. Et on est le seul à avoir cette clé qui peut nous délivrer. Donc c'est
ce livre, je l'ai écrit pour offrir une clé qui n'est qu'une clé. Il y en a plein d'autres, des clés. C'est un livre un peu coup de poing, volontairement pour un petit peu faire bouger les lignes et puis parler à vos lectrices, à vos lecteurs et leur dire regardez ce qui peut arriver. La prison psychologique est parfois aussi forte que des barreaux, comme vous dites. Oui, pour moi, écrire est une nécessité de transmettre. Et en effet, vous avez raison, il y a quelque chose de l'ordre du coup de poing dans ce livre. Parce que rien ne me fait plus plaisir que lorsque je reçois un message d'un lecteur ou d'une lectrice, il me dit « ça m'a bouleversé, mais ça a changé quelque chose ». L'idée, c'est de changer quelque chose. C'est de provoquer chez le lecteur peut-être parfois une apnée pour aller vers une libération. Alors, une des questions que vous posez dans votre roman, peut-on, sans le savoir, porter en soi d'autres histoires que la sienne, aussi souffrir d'autres maux que les siens? C'est aussi une des questions qui agite votre livre d'enquête, Jean-Philippe de Tonac, sur les guérisseuses. Je vous représente rapidement parce que vous êtes à la fois journaliste, éditeur, écrivain. Vous avez animé pendant presque 10 ans les hors-séries au Nouvel Observateur. Vous collaborez régulièrement au Monde des religions. Et vous enseignez à l'Institut des hautes études du goût à Reims et au Cordon Bleu à Paris. Dans le cercle des guérisseuses, vous mettez les choses bien claires dès le départ, dans l'introduction, dans l'avant-propos, en disant que ce sont les femmes qui vous intéressent, parce qu'évidemment, il existe des guérisseurs dans le monde. Alors pourquoi ne pas avoir fait un livre sur les femmes et les hommes? Alors, bonjour d'abord. On m'entend? Ça va? Un petit peu plus près. C'est un livre d'abord sur le féminin blessé. Depuis que je suis adolescent, je m'interroge quant à savoir pourquoi l'espèce à laquelle nous appartenons, tous ici, qu'on appelle Homo sapiens, se caractérise par cette relation malade à son féminin. Et quand je dis ça, je ne cherche pas à opposer les hommes aux femmes. Je pense que les hommes comme les femmes ont une relation difficile avec leur féminin, ce qui explique qu'on ait pu accepter sur la Terre de traiter les femmes comme on les traite, en toute impunité. Ça a l'air de faire un consensus. Il a fallu vraiment tellement de combats pour que les femmes accèdent à une reconnaissance de leur talent, de leur génie. Mais pourquoi ont-elles dû se battre à ce point pour simplement exister ? Comment se fait-il qu'on accepte des choses pareilles? Et en me dirigeant vers les guérisseuses, j'ai eu l'impression que je me dirigeais vers des femmes qui étaient plus blessées que la moyenne, mais qui avaient su se réparer. Et les femmes que j'ai rencontrées m'ont donné l'impression qu'elles avaient réparé la totalité de l'être. Leur puissance venait de ce que la totalité avait été réparée. Et dans cette mesure, elles étaient en situation de réparer l'autre, les personnes qui venaient à leur rencontre. Voilà les raisons que je peux avancer. Une raison aussi pour expliquer l'inégalité entre les hommes et les femmes et pourquoi les hommes maltraitent les femmes, vous parlez de l'origine. Qu'à l'origine, femmes et hommes, le féminin et le masculin, ne faisaient qu'un. Et qu'en fait, si on maltraite l'autre, c'est qu'on se maltraite soi-même. Bien sûr. Alors, je n'ai pas de compétences particulières pour aller trop loin dans l'histoire. Je ne suis pas anthropologue, archéologue, etc. Mais en tous les cas, il a dû se passer quelque chose qui a expliqué qu'on ait décidé, mais même que la femme ait accepté ça. Parce que souvent, les mères transmettent aux enfants quelque chose de cette inégalité-là. Elles installent le garçon sur un piédestal, comme ça, par rapport à la fille à qui on réserve des fonctions qui ne sont pas celles qu'on réserve aux garçons. Donc c'est très étrange quand même. C'est une histoire très étrange que la nôtre. Ce qui est formidable, c'est que vous n'êtes pas le seul homme à réfléchir à ces questions et à penser ainsi, puisque hier j'étais aussi avec Yvan Jablonka, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les hommes justes », qu'il est en quête de l'homme juste. Qu'est-ce qu'un homme juste, équilibré? Et il parle des nouvelles masculinités de non-domination. Donc là, on rejoint un peu votre avant-propos. Lui-même essaye d'analyser ce qui a pu conduire les masculinités auparavant à être dans la violence et la domination. Et vous avez choisi donc d'aller vers ces femmes, donc ces guérisseuses que vous avez rencontrées sur plusieurs pays, sur plusieurs continents. Certaines vous ont d'ailleurs aidé, vous êtes aussi fait soigner par elles, et vous avez fait aussi un travail de journaliste, vous avez fait votre enquête. Est-ce que ça a été compliqué d'avoir leur accord pour
participer à ce livre? Est-ce qu'elles l'ont fait facilement? Eh bien, curieusement, non. Parce que, je ne sais pas, ces femmes sont inconscientes, je ne sais pas, mais... Elles sont dans le secret? Alors, je pense qu'elles sont informées comme nous ne le sommes pas. Puisque je les ai approchées par un email en général, j'avais une adresse. Et ensuite, il y a eu un entretien téléphonique. Et leur sensibilité, leur extra-sensibilité fait qu'au cours d'un entretien, on attrape beaucoup d'informations. Et que quand elles vous donnent leur accord pour que vous veniez jusqu'à elles, d'abord il faut traverser une certaine portion de territoire, elles savent que si vous arrivez jusqu'à elles, c'est pour faire un livre. C'est très dangereux un livre sur les sorcières. Ce sont des femmes quand même qui sont toujours en marge de la légalité, qui peuvent être attaquées par les médecins des environs pour exercice illégal de la médecine. Donc j'aurais pu dire beaucoup de bêtises sur elles. Il y avait donc un danger pour elles. J'ai trouvé que c'était quand même une preuve d'ouverture extraordinaire que d'accepter l'homme qui venait et qui disait je viens rendre hommage aux femmes à travers vous, mais je viens rendre aux femmes à travers leur puissance. C'est cette puissance du féminin qu'elles ont réveillée et qui fait peut-être si peur aux hommes. Mais devant moi, j'avais des femmes qui étaient quand même très intimidantes. Et c'est ça que je venais chercher. Et je l'ai trouvé. Dans la langue française, on a beaucoup de mots pour désigner les guérisseuses. Vous avez prononcé le mot de sorcière, oui. Que je n'aime pas trop, mais c'est vrai que longtemps on les a considérées comme telles et on les a brûlées sur des bûchers. On peut aussi retrouver les guérisseuses derrière des mots plus modernes comme écothérapeute, peut-être que psychologue, peut-être que vous êtes aussi une guérisseuse. Oui. Les psychanalystes, les chercheuses en mémoire cellulaire, des magnétiseuses, des naturopathes, homéopathes. Donc en fait, elles sont très nombreuses. Oui, j'ai essayé de présenter dans ce livre, en tous les cas, une palette, puisqu'elle soigne à partir de... ce ne sont pas des techniques, parce que il y a quelque chose à dire quand même, c'est la façon dont elles sont devenues guérisseuses. C'est assez troublant, et c'est assez redondant d'un cas à l'autre. Il y a un accident de parcours d'une violence particulière qui est comme une destruction de ce qu'elles étaient. Elles rentrent dans un monde qu'elles ne connaissent pas. Donc aucune n'a dit à sa maman quand je serai grande, je serai guérisseuse. Ça ne se passe pas comme ça. Donc elles sont parachutées dans un monde dont elles ne connaissent pas les règles, et l'accident est la destruction de la personnalité. Mais c'est comme ça que je l'ai compris. Il y a une destruction de tout ce qui était mis en place pour que le don soit libéré. Alors on se dit, si c'est le prix à payer pour devenir guérisseuse, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il faut en passer par là. Donc ce ne sont pas des femmes qui ont appris quoi que ce soit. Ce sont des femmes qui ont reçu un don à un moment particulier de leur parcours. Vous êtes allé voir d'abord, peut-être la première dont vous parlez dans le livre, une acupuncture. Vous êtes allé voir une acupunctrice, oui, je vais y arriver, qui fait de l'acupuncture, puisque vous-même, vous aviez à soigner une blessure. Voilà. Donc c'est d'abord une démarche aussi de soins, de recherche de soins. Et vous dites, souvent on va voir une guérisseuse quand on a exploré toutes les solutions apportées par la médecine traditionnelle. Oui. Alors oui, la vérité, c'est que je n'ai pas fait une enquête de journaliste. Je suis très peu journaliste dans cette manière d'investiguer. Je me suis mis en marche à partir d'une souffrance personnelle. Je crois que c'est la souffrance qui nous rend moins arrogants. C'est la souffrance qui élargit notre spectre de recherche. C'est par la souffrance qu'on s'éveille à des mondes qu'on ne connaît pas. Au fond, souvent, on me dit moi, je suis trop cartésien pour m'intéresser aux guérisseuses. Mais moi, je suis aussi très cartésien. Je crois que ça n'empêche absolument pas l'investigation dans le monde de l'invisible. Il y a de temps en temps où la raison est absolument un instrument nécessaire, et il y a d'autres moments où on rentre dans des mondes qu'on ne comprend pas. Mais je crois que les guérisseuses ne comprennent pas non plus tout à fait le monde dans lequel elles sont. C'est plutôt la posture de l'abandon que de l'arrogance. L'arrogance caractérise beaucoup de nos comportements, mais de temps en temps, la souffrance nous rend plus ouverts, nous fait mettre genoux à terre. C'est souvent ce qui détermine la guérison, c'est d'abdiquer et de s'ouvrir.
C'est ce qu'il se passe aussi pour votre héroïne, Marie-Lise Trécourt. Donc vous aussi, vous écrivez pour redonner confiance à vos lecteurs, à vos lectrices. Et votre héroïne, dans Une vie plus belle que mes rêves, donc c'est une jeune trentenaire encore, un peu qui ressemble peut-être à l'héroïne de Sabrina Philippe. Elle s'appelle Louise. Et elle aussi, elle va descendre les escaliers jusqu'en bas, jusqu'à la cave, pour ensuite pouvoir remonter jusqu'au grenier, pouvoir remonter jusqu'au ciel. Il y a cette analogie aussi de vouloir résister à tous les signes jusqu'au jour où le miracle se produit, qui va se produire à travers une peinture, un dessin qu'elle ne va même plus se souvenir d'avoir fait. En fait, ça fait un moment qu'elle y est dans cette cave. Ça fait depuis très très longtemps, on comprendra pourquoi à la fin du roman. Ça fait un moment qu'elle s'oublie, ça fait un moment qu'elle accepte de subir ses peurs, de subir la pression familiale, de subir tout ce qui l'entrave. Elle s'en moque même, elle a l'autodérision par rapport à ça. Elle accepte cet état de fait, elle ne cherche pas à le remettre en cause. Jusqu'à un moment où elle perd son emploi et où sa meilleure amie lui dit « C'est génial, c'est une chance, tu vas enfin pouvoir te révéler et faire quelque chose dans lequel tu vas t'épanouir. » Et elle va faire un premier petit pas en dehors de ses peurs, parce qu'elle est obligée, parce que ses parents, sa mère est hospitalisée et elle doit aller la voir. Et pour ça, elle va faire quelque chose qui semble anodin pour beaucoup de gens. Elle va devoir prendre sa voiture pour aller à Marseille. Et je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble Marseille. C'est un peu comme Paris, c'est le bazar. Et ça peut être très intimidant. Et elle a cette phobie de conduire dans Marseille, mais là, elle va être obligée pour aller voir sa mère qui a eu un infarctus. Et en revenant chez elle, elle se dit « Mais je l'ai fait, c'est génial, j'ai dépassé ma peur. Et si j'ai pu faire ça, je peux faire plein de choses. » Et ça lui a donné l'étincelle comme ça pour remonter de la cave et pour s'attaquer à ses prochaines peurs. Et derrière ces peurs, elle découvre qu'en fait, il y a une vie plus belle que ses rêves. C'est pour ça le pourquoi du titre. Et elle va comme ça cheminer de peur en peur jusqu'à se trouver elle-même. Cette jeune Louise, elle est en couple avec un homme qui s'appelle Sam, qui aimerait aller plus loin, qui aimerait officialiser, avoir un enfant, mais elle hésite encore, elle est toujours sur la sellette, de même que dans les CDD qu'elle enchaîne les uns aux autres, et elle n'arrive pas à se projeter dans la durée. Et donc quand le dernier CDD vient à terme, c'est vrai qu'elle est assez seule chez elle, elle range, et puis tout d'un coup elle se dit « je vais ressortir mes pinceaux, je vais me remettre à peindre, à dessiner, c'est quelque chose que j'aimais faire quand j'étais petite et que j'ai enfoui au fond de moi ». Et elle se réveille le lendemain avec un tableau dans la cuisine magnifique, un portrait de femme qui la regarde, que sa meilleure amie Claire trouve magnifique, et elle a la bonne idée de le mettre sur les réseaux sociaux. Alors votre roman, je dois dire, est parsemé comme ça de petites scènes absolument drôles. On se croirait presque dans un théâtre, dans une comédie. Donc il y a cette scène des réseaux sociaux où en une nuit, elle récolte plus de 11 000 vues, 5 000 likes. Là, on est vraiment plongé dans le contemporain. Et puis, elle retourne à ses pinceaux. Et là, elle se dit, là aussi, c'est comme la voiture, peut-être que j'en suis capable finalement. C'est quelque chose qu'elle avait enfoui si loin d'elle qu'elle ne se souvenait même plus qu'elle avait un don. C'est ça, en fait, de manière consciente, quand elle est consciente de peindre et quand elle essaye vraiment de refaire ce qu'elle était capable de faire plus jeune, ça ne fonctionne pas. Parce qu'elle ne lâche pas prise. Et à un moment donné, elle va lâcher prise et elle va être capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Et sans le savoir, c'est son inconscient qui va passer par là et qui va lui donner la clé de sa délivrance, de sa liberté d'une certaine façon. Mais c'est seulement à partir du moment où elle va lâcher prise que ça va pouvoir se mettre en œuvre. Parce que tant qu'elle reste encore dans le conscient, dans l'ego, dans les peurs, ça ne marche pas. Et au partir du moment où, par un coup du destin, elle va réussir à lâcher prise, là, tout va s'ouvrir à elle, finalement. Et il y a un tas de synchronicités qui vont se mettre en place, qui vont la mettre sur le chemin, mais malgré tout, même s'il y a ces synchronicités, elle accepte de les voir. On parlait de signes tout à l'heure. Elle accepte de voir qu'il y a quelque chose quand même. Alors, même si elle ne se fait même pas confiance à l'origine, elle se dit peut-être qu'il y a quelque chose et elle ose faire un pas de plus quand même pour y aller, pour découvrir ce qu'il y a derrière. Quand on lit vos 3 livres, on est frappé ensuite, quand on arrive au bout, de se dire mais c'était si facile. Évidemment, il suffisait de partir,
il suffisait de se remettre à peindre, il suffisait de prendre sa voiture, d'accepter sa véritable vocation, de quitter le droit pour aller faire quelque chose qui nous ressemble davantage. Et là, je m'adresse à la psychologue Sabrina Philippe. Qu'est-ce qui fait que les déterminants psychologiques nous retiennent? Vous le dites d'ailleurs dans votre roman, par rapport à votre héroïne, les gens finissent par trouver qu'elle a l'air tout le temps triste, qu'elle est tout le temps de mauvaise humeur, et ils se disent « mais pourquoi tu ne pars pas ?» Comme si l'aveuglement relevait de la bêtise. Quels sont les déterminants qui font que, malgré tout, on accepte cet état de fait? Ou, Jean-Philippe de Tonac, vous, dans votre livre, quels sont les déterminants qui font qu'on refuse d'aller voir quelqu'un dont on sait bien, pourtant, le subconscient sait que ça va nous faire du bien? Je pense qu'en termes... nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une faculté d'adaptation qui nous fait accepter jusqu'au pire du pire. C'est-à-dire que nous sommes capables de réduire quelque part nos besoins, notre bien-être. C'est une capacité d'adaptation qui a permis notre survie à certains moments. Mais on s'adapte. Vous voyez, c'est comme si on commençait tout doucement à boiter. Et petit à petit, de ce petit boitement devient un grand déhanchement. Et on ne s'aperçoit même plus qu'on boite terriblement. Et les autres vous disent « mais vous avez du mal à marcher, vous, quand même ?» Oui, mais ça va. Et ce que je dis dans ce livre aussi, c'est que parfois, c'est une petite chose en plus, un petit détail, un petit trop, la cerise qui fait trop sur le gâteau, quoi. Et qui, là, vous fait prendre conscience que oui, vous boitez vraiment. Et que oui, c'est insupportable. Les maladies à répétition. Pardon ? Les maladies à répétition, quand elles les voir maladies les médecins, à répétition, les uns après voilà. les autres, et qu'on n'arrive pas à trouver le mal, l'origine du mal. Tout à fait, tout à fait. Et à un moment, on a une prise de conscience. C'est important aussi de le dire, je pense, c'est que rien n'est magique dans nos vies non plus de façon extérieure. La magie, elle est très intérieure. Et que tous ces moments de souffrance, comme les évoquait Marie-Lise, comme vous les évoquiez aussi, Philippe, c'est que, en effet, ces moments de souffrance sont aussi des opportunités, encore une fois, de se transformer, et que dans nos vies, on en a parfois besoin. On est dans une société qui prône beaucoup le bien-être, le sourire, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà, on a des vies merveilleuses, c'est génial, on part dans des pays merveilleux, mais c'est pas ça, nos vies, c'est pas vrai. On a tous des difficultés, on fait tous des rencontres difficiles. Et c'est aussi formidable de vivre ça. Souvent, j'ai écrit l'éloge des larmes, parce que les larmes sont aussi une expérience de transformation. Vous parliez de ces femmes qui, à un moment, je le sais, parce que j'en ai rencontré, perdent un enfant, perdre la vue, perdre quelque chose de terrible. Ce sont des drames qui font plier l'ego complètement. Le moi disparaît. Et à partir du moment où cet ego-là, qui nous aveugle, qui nous encombre, s'en va et devient de plus en plus transparent, alors il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est aussi dans la souffrance. Jean-Philippe de Tonac, vous, quels sont les mécanismes que vous avez pu remarquer qui font qu'on ne va pas voir ces femmes, qu'on s'empêche? C'est parce que la mentalité européenne, française, est trop forte, nous a inculqué qu'en dehors de la médecine traditionnelle, le reste ne valait pas la peine d'être abordé? Alors, pour rebondir sur les propos là, qui viennent d'être tenus, évidemment, qui me parlent beaucoup, moi, je dirais aussi que nous sommes moins des acteurs de notre vie que des agis de notre vie. En ce sens que nous sommes un peu manipulés à notre insu. Au fond, nous décidons en général de faire quelque chose, mais c'est très peu nous qui décidons de faire les choses. Et quand vous rentrez dans le monde de la guérison, dans ce monde-là, vous vous apercevez qu'en réalité, vous êtes plusieurs. Vous êtes une maison dont vous ne connaissez que 1 ou 2 ou 3 pièces
mais qui fait 4 ou 5 étages avec un grenier et un sous-sol. Et que la possibilité de dire « je », alors que vous n'avez exploré que 3 pièces, est tout à fait improbable. Donc la plupart d'entre nous, nous faisons des choses que nous ne voulons pas vraiment faire. Ce qui advient dans la guérison, c'est que émerge à la surface tout un ensemble d'acteurs qui composent l'action, qui composent l'acteur collectif que nous sommes. Et le soin consiste à travailler sur ceux qui agissent à notre insu et qui agissent pour des raisons qui sont souvent des raisons de souffrance. Donc, très étrangement, dans ce parcours que j'ai accompli au pays des guérisseuses, on s'est très peu occupé de moi, et c'était très agaçant. On s'est occupé de mes morts. Donc, les souffrances qui justifiaient que je me sois mis en chemin vers ces femmes, en réalité, étaient des souffrances de personnes passées de l'autre côté et dont nous, les vivants orgueilleux, ne nous occupions plus. Alors que, dans un autre temps, la prière, la fameuse prière, qu'est-ce que c'était qu'une prière? Les modernes pensent que la prière, c'est quémander. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Mais la prière a été essentiellement un acte dans l'invisible. Au fond, on peut dire que les soins s'adressent aux vivants et que les prières s'adressent aux morts, mais que nous agissons vraiment par la prière dans le monde invisible. Moi, j'ai guéri un certain nombre de difficultés à vivre, non pas en m'occupant de moi, mais en allant chercher des gens qui étaient de l'autre côté, dans une proximité de moi que je ne supposais pas, et qui larmoyaient, qui quémandaient justement un regard, quelque chose des vivants. Oui, c'est assez étrange. Et la première visite dont vous parlez dans le livre vous apprend notamment que vous aviez eu un jumeau ou une jumelle. Alors voilà, et on soigne votre mère finalement. On parle beaucoup de votre maman. Oui, elle s'appelle Joëlle Duchemin. Donc c'est un joli nom là qui augurait d'un parcours ample. Oui. Et elle vous parle de vos morts, mais elle, il faut dire aussi qu'elle a vécu une expérience de mort imminente. Alors oui, c'est ça. Elle est revenue d'entre les morts presque. Ça serait peut-être trop long de raconter son cas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut continuer. Oui. Cette Joëlle Duchemin. Comme je le disais, ces femmes sont passées par des accidents qui ressemblent à une mort suivie d'une renaissance. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça se vérifie d'une façon récurrente. Il y a une destruction, une mort, et cette Joëlle Duchemin a reçu la foudre à 35 ans. Elle habite Narbonne aujourd'hui. Elle est vraiment une rescapée. Et elle s'est éveillée. Elle vendait du vin avant. Et elle remercie cet accident de tout son cœur pour avoir élargi un monde plus grand. Il y a un film qui sort en ce moment sur les écrans qui s'appelle Un monde plus grand. Toutes ces femmes témoignent que l'accident a rendu le monde plus grand. C'est vraiment l'image que j'utilisais. Le chemin de guérison, c'est rentrer dans la maison et décider d'aller ouvrir toutes les portes de toutes les chambres. Ne pas le faire, c'est une inconscience absolue. Laisser ses portes fermées, ça n'a pas de sens. Et quand on rencontre une femme comme Joëlle Duchemin, qui est, même si on ne rentre pas dans les détails, qui est absolument incroyable, parce qu'elle a eu cette expérience-là, elle dit qu'elle s'est soulevée de son corps, qu'elle s'est vue par terre dans la forêt, et qu'elle a vu quelqu'un qui était mort peu de temps avant elle, aussi frappé par la foudre, qui est mort de manière électrocutée, avec sa tondeuse, et qu'elle a dit non, je ne veux pas vous suivre, je ne veux pas y aller, j'ai encore des choses à faire sur terre. Elle avait notamment une fille qui l'attendait. Ça vous parle? Vous pensez que c'est magique? Est-ce qu'on peut utiliser cet adjectif par quelqu'un qui est rationnel aussi? Comment l'accepter, ça? Alors je ne sais pas, mais vous avez lu ces témoignages de gens qui ont connu cette expérience de mort imminente. Il y a toujours voilà, à la sortie du corps, un moment où ils commencent à voir des personnes qui sont mortes dans leur entourage, et puis une invitation vers rejoindre la lumière. Et c'est à ce moment-là où ils se souviennent de leurs responsabilités de vivant. Il y a par exemple, dans le cas de Joëlle, des enfants dont il faut s'occuper. Et ils reviennent dans leur corps pour accomplir, avec cette fois toute la conscience qu'ils n'avaient pas, ce que les Chinois appellent le mandat céleste. Au fond, nous sommes embarqués dans la vie parce que nous sommes des agis, mais là, nous devenons acteurs de notre propre vie. Nous accomplissons notre mandat céleste et ça change tout.
Quand vous avez devant vous quelqu'un qui accomplit son mandat céleste, sa puissance est ahurissante. Marie-Lise, vous, dans votre roman, qui pourrait avoir cette fonction de guérisseur? Est-ce que c'était l'amie Claire, la fameuse Claire? Ou est-ce qu'on parlera plutôt d'intuition que de magie dans ce qui vous concerne? Claire, c'est un peu l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. C'est celle qui montre le chemin. C'est l'éveilleuse de conscience peut-être. Mais celle qui arrive à se guérir, c'est elle-même. Parce que on peut nous dire, parfois on entend tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et tant qu'on ne l'a pas intériorisé, tant qu'on ne l'a pas intégré profondément, ça reste lettre morte. Donc en fait, celle qui a le pouvoir de se guérir, c'est seulement Louise. Parce qu'elle a accepté d'entendre, parce qu'elle a accepté d'agir et accepté de dépasser ses peurs. Donc voilà, elle a eu la chance d'avoir cette Claire à ses côtés, une jeune femme d'1m34, qui est noire, qui dirige un cabinet d'architectes dans lequel il n'y a que des hommes, et qui dit, mais voilà, moi j'ai tous les handicaps, et pourtant j'avance et je suis fière de moi. Donc si toi, qui as tout ce qu'il faut pour être bien, tu ne le fais pas, je ne comprends pas. Donc elle la pousse un peu quand même dans ses retranchements, et elle lui dit, voilà, tu as le pouvoir entre tes mains, fonce. Entre guillemets. Vous avez tous les trois fait des ouvrages, puisque ce n'est pas un roman, Le Cercle des Guérisseuses, mais des livres qui nous poussent, qui nous aident à aller plus haut, plus loin. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que vous ne donnez pas forcément les clés. Il n'y a pas de recette toute faite, puisque à la fin, vous montrez plutôt un exemple, une voie, et vous invitez chacun et chacune à se prendre en main. Donc peut-être que la première étape, ce serait de venir vous voir sur vos stands pour en discuter directement avec vous, parce que là, on arrive à la fin du débat. Et puis donc, je vous remercie pour être venu sur le Forum des lecteurs, sur Corrèze Télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.